Ah oui, mais là, je vous entends plus, hein. Ici, on va commencer, Jean-Louis. Ah, vous m'entendez? Non. Eh bien, bonjour à tous. Jean-Paul Mira, l'hôpital Cochin. J'ai le plaisir, au nom de la SRLF, de vous accueillir pour ce webinaire consacré au choc septique, données récentes pour la pratique quotidienne. Nous avons la chance aujourd'hui, le privilège d'avoir comme orateur Jean-Louis Vincent. Donc Jean-Louis Vincent, pour tout le monde le connaît, donc je ne vais pas dire pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Jean-Louis Vincent, c'est une référence internationale planétaire en réanimation. Et sur le choc septique, eh bien, écoutez, quand vous faites PubMed aujourd'hui, il n'a que 717 papiers, dont 170 sur le choc septique. Donc, je pense que c'est un véritable expert. Donc, Jean-Louis, comme c'est coutume ici, donc tu vas avoir environ 45 minutes pour nous présenter ces dernières données récentes. Et puis, tu as eu la gentillesse de vouloir préparer 3 diapositives pour que les auditeurs puissent donner leur opinion sur les prises en charge un peu particulières que tu voudrais discuter avec eux. Donc, merci encore. Donc, tu nous appelles de très loin parce que tu es au Brésil. Tu as la gentillesse d'interrompre ta présence là-bas au congrès pour t'occuper de nous. Et donc, tu as la parole. Merci beaucoup, mon cher Jean-Paul. Bonjour à tous et à toutes. Bon dia, effectivement, de Sao Paulo. C'est incroyable de voir comme les technologies modernes nous permettent de parler sans aucune barrière. Pour ceux qui voudraient peut-être lire certains éléments récents, ce papier va sortir ce mois-ci ou le mois prochain dans Intensive Care Medicine et vous présente les 3 aspects que j'aime considérer en partant de la droite, la prise en charge de l'infection, antibiotiques et contrôle de la source lorsque cela s'impose. À gauche, la prise en charge hémodynamique en suivant le paradigme SOSD, avec les liquides intraveineux et les agents vasoactifs lorsqu'ils sont nécessaires. Et puis au milieu, un peu plus bas, peut-être un peu moins urgent, la modulation de la réponse de l'hôte avec, par exemple, l'hydrocortisone et la vasopressine. Mais en commençant pour parler d'éléments nouveaux, il faut quand même qu'on s'entende sur le mot sepsis, qui représente une infection très sévère, c'est-à-dire une infection avec un certain degré de dysfonction d'organes. Et avec toi, Jean-Paul, et avec Massimo Antonelli, nous avons écrit ce papier de revue dans le Lancet en insistant sur le fait que ce qu'on appelait les signes de SIRS, en Amérique du Nord, ça fait évidemment partie de l'infection, la fièvre,
la leucocytose altérée, la tachycardie qui accompagne la fièvre, tout ça, ce sont des signes d'infection. Le sepsis impose un certain degré de dysfonction d'organes et évidemment le choc septique représente la forme la plus sévère avec des signes d'altération de la perfusion tissulaire, une élévation du taux de lactate sanguin et le besoin de vasopresseurs. Altération de perfusion tissulaire que l'on peut retrouver au niveau du cerveau, la confusion, la désorientation, au niveau de la peau, la mauvaise perfusion cutanée, au niveau du rein, l'oligurie et évidemment l'hyperlactatémie est le signe biologique de choc circulatoire. On ne peut pas être en choc avec un lactate normal, ça ne serait pas compréhensible. Si vous traitez les enfants, les définitions sont les mêmes. Le terme de septicémie est un terme un peu désuet parce qu'il impose des hémocultures positives et on sait bien qu'on peut être en choc septique sans avoir des hémocultures positives, a fortiori évidemment en sepsis sans choc. Il ne faut pas nécessairement avoir des hémocultures positives. Alors toujours avec Jean-Paul Mira et Massimo Antonelli, nous avons insisté sur le fait que le sepsis n'est pas toujours reconnu à partir d'une infection, en se demandant est-ce qu'il y a des signes de dysfonction d'organes associés. Ça peut très bien être dans l'autre sens. La dysfonction d'organes apparaît d'abord et si elle n'est pas bien expliquée, on se demande s'il n'y a pas une infection sous-jacente. Cette deuxième approche est moins problématique en réanimation, mais peut poser problème en salle ordinaire, dans l'hôpital. Il faut que les gens nous appellent pour une dysfonction d'organes qui n'est pas bien expliquée parce qu'il pourrait s'agir d'un problème sous-jacent, pour le moins sérieux. Alors cette image-ci est une image que tous ceux qui travaillent à l'hôpital devrait avoir à l'esprit avec les 6 organes principaux dont on peut quantifier la fonction. Alors, si on entre dans les 3 composantes de la prise en charge du sepsis, en commençant par le contrôle de l'infection, il est clair que les antibiotiques viennent à l'esprit en premier lieu. Et il est clair que si les antibiotiques sont efficaces, il ne faudrait pas attendre trop longtemps avant d'en donner. Et il faudrait évidemment donner des antibiotiques qui sont efficaces sur les germes considérés. Ce qu'il y a de nouveau dans le domaine, c'est que même quand on regarde ces bases de données comme celle de Seymour, vous voyez que quand on donne des antibiotiques avec un certain délai, ma foi, la mortalité représentée par les rectangles ici n'augmente pas de manière considérable. C'est la mortalité dont le risque est ajusté qui augmente parce que les malades qui reçoivent les antibiotiques un peu plus tard sont souvent des malades qui ont des présentations un peu atypiques. Celui qui vient avec une pneumonie typique recevra les antibiotiques en général plus tôt que celui qui vient avec une insuffisance cardiaque sévère et peut-être une infection ajoutée à son tableau. Et donc, il n'y a pas de protocole simple à appliquer. Nos amis américains voudraient bien en avoir, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il faut un tout petit peu réfléchir en se disant que si la situation est vraiment critique, face à un choc septique sévère, effectivement, l'antibiothérapie est urgente. Mais s'il s'agit de cas un peu moins sévères, où le diagnostic n'est finalement pas aussi évident que cela, on peut se permettre peut-être d'attendre un tout petit peu. Et donc ça, c'est un élément récent par rapport à une recommandation de la Surviving Sepsis Campaign. Au cours du choc septique, l'administration d'antibiotiques est urgente, mais en l'absence de choc, il faut effectivement considérer les éléments en faveur et contre l'administration précoce d'antibiotiques. Parce que nos amis urgentistes parfois ont peur des complications médico-légales, mais il faut aussi faire attention à ne pas abuser des antibiotiques, évidemment, et ne pas arriver à avoir des problèmes encore plus sérieux de résistance aux antibiotiques, parce que dans les services d'urgence, on bombarde les gens d'antibiotiques à large spectre quand on pourrait s'en passer.
Dans les cas sévères, il faut tout de même recourir à une combinaison d'antibiotiques, et ceci est particulièrement le cas au cours du choc septique, tout en sachant que lorsqu'on aura les résultats du laboratoire de bactériologie, si possible, on pourra restreindre le spectre de l'antibiothérapie de manière à avoir moins de risques de résistance bactérienne, moins d'effets secondaires et moins de coûts. C'est bien pour ça qu'il faut effectivement prendre du sang pour les hémocultures, même si elles ne seront positives que dans peut-être 50% des cas. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment envoyer les autres spécimens disponibles au laboratoire de microbiologie. La durée de l'antibiothérapie ne doit pas être nécessairement très longue non plus. On parle souvent de 7 à 10 jours, mais rappelons-nous qu'en cas d'infection intra-abdominale qui est contrôlée chirurgicalement, 4 jours peut être une durée suffisante d'antibiothérapie. C'est une fort belle étude de Sawyer qui le montre de manière quand même extrêmement convaincante. On pourrait aussi, évidemment, individualiser la durée de l'antibiothérapie en utilisant les marqueurs du sepsis, comme la procalcitonine, par exemple, qui a beaucoup été étudiée dans ce contexte, beaucoup dans le domaine des infections pulmonaires, il faut le dire, mais on pourrait peut-être utiliser la CRP dans le même sens, et c'est ce que nous faisons à Bruxelles. Nous ne mesurons pas la procalcitonine en routine, mais la CRP qui ne coûte rien. Mais enfin, ceci est un papier tout récent publié dans le Lancet qui est quand même intéressant parce qu'il montre que si on utilise la procalcitonine pour guider le traitement antibiotique en cas d'infection respiratoire aiguë, eh bien on peut aboutir à une diminution de la mortalité. C'est une étude qui est très bien faite, je pense que je l'ai revue d'ailleurs avant sa publication et je pense qu'elle est effectivement à prendre en compte. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut se mettre à mesurer la procalcitonine si on ne le fait pas aujourd'hui. J'aime bien cette étude justement brésilienne montrant que la CRP peut peut-être être utilisée exactement comme la procalcitonine, mais l'utilisation d'un marqueur, non pas seul, mais en association avec notre évaluation clinique, peut nous aider à individualiser la durée de l'antibiothérapie. Et si on peut limiter la durée de l'antibiothérapie sans risque, c'est évidemment ça de gagner au niveau de l'écologie bactérienne et, comme je l'ai dit, au niveau des effets secondaires et des coûts. Bon, il faut évidemment contrôler la source. En disant les combien de temps, c'est difficile à dire. Si c'est un cathéter qui peut être la source, bien évidemment qu'il faut l'enlever immédiatement. Mais si c'est une intervention chirurgicale, il faut évidemment tenir compte des disponibilités de salles d'opération et d'anesthésistes. Je sais bien, mais il faut que tout le monde soit convaincu que le contrôle de la source de sepsis doit être effectivement effectué rapidement. Je vais peut-être avancer rapidement vers la prise en charge hémodynamique avec les liquides intraveineux et les agents vasoactifs lorsque ces derniers s'imposent. Ayant été formé par Wild, j'aime bien cette petite règle toute simple, que tout malade est un VIP en pensant à Ventilate Infuse Pump. Mais j'aime bien aussi ce VIP parce qu'il rappelle un élément important dont les guidelines en général ne parlent pas. C'est dommage. Je l'ai dit à la Surviving Sepsis Campaign, j'ai dit, on devrait dire un mot de la prise en charge ventilatoire, mais finalement, ça n'a pas été retenu, et pourtant je vois encore régulièrement des unités où les malades en choc septique sont encore maintenus sous oxygénothérapie avec ou sans ventilation non invasive. C'est dangereux, ça peut aboutir à l'arrêt respiratoire. Lorsque la question est soulevée, est-ce qu'il n'est pas temps d'intuber la trachée? Le fait même de soulever la question doit nous amener à pratiquer cette intubation endotrachéale. C'est évidemment un contexte assez particulier. Je ne dis pas qu'il faut le faire chez le BPCO décompensé. Je parle du sepsis de gravité suffisante ou de choc septique.
Lorsque le malade ne peut plus dire métoprolol, c'est le moment d'intuber la trachée. C'est pas moi qui le dis, je l'ai trouvé sur Internet, mais je trouve ça une perle absolument remarquable. Alors bon, on a beaucoup décrié les tomidates il y a quelques années. Il y a des sujets comme ça qui vont et qui viennent. Maintenant, on en parle beaucoup moins. C'est vrai que les tomidates peut diminuer la réponse corticale de l'individu, mais sur le plan hémodynamique, c'est tout de même extrêmement bien toléré. Ceci n'est pas tout nouveau, mais il faut garder cette étude à l'esprit. C'est une belle étude sur l'intubation en urgence. Il montre que peut-être la kétamine est meilleure que les tomidates, en tout cas lorsque l'on regarde la défaillance d'organes quelques jours après avoir intubé la trachée. Mais donc, ce sont en tout cas des substances qui sont préférables au midazolam ou au propofol. Il ne faut pas oublier non plus, regardons cette excellente étude de Pierre Asfar, il ne faut pas oublier non plus que l'hyperoxie, donner trop d'oxygène, peut être potentiellement délétère. On parle ici évidemment de PaO2 qui serait au-dessus de 200 mm de mercure, mais il n'y a pas de raison de maintenir l'hyperoxie, si bien que dès que possible, il faudrait, dès qu'on a une mesure de saturation en oxygène par oxymétrie pulsée, s'assurer que cette dernière ne soit pas à 100%, mais un peu en dessous. C'est ce que j'avais écrit dans l'éditorial accompagnant l'étude d'Asfar. Dans la nature, finalement, on ne trouve jamais de l'hyperoxie. Jamais. C'est impossible d'être hyperoxique dans la nature. C'est l'homme qui induit cela et c'est iatrogène. Il ne faut pas garder des saturations en oxygène aux alentours de 100% chez quel que soit le malade grave. Regardez cette méta-analyse qui vient de sortir dans le Lancet et qui nous montre quand même de manière assez convaincante que l'hyperoxie, quelle que soit la pathologie sous-jacente, n'est pas bonne. Et donc, c'est facile à faire, ça ne nécessite pas 3 ou 10 nouvelles études prospectives randomisées, ça a un sens, méfions-nous de l'hyperoxie. Alors, il y a évidemment beaucoup à dire sur les perfusions intraveineuses, l'algorithme, ou plutôt le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que les liquides intraveineux sont nécessaires pour restaurer et augmenter le débit cardiaque et donc le transport en oxygène aux organes, mais on a peur que le malade développe des œdèmes trop importants par une augmentation excessive des pressions de remplissage du cœur. Et ça, c'est le problème auquel nous sommes confrontés en un simple schéma. Alors, ceux qui auraient trop peur de l'œdème diraient, mais écoutez, on va limiter les liquides et on va mettre sous vasopresseur immédiatement. Ça, c'est la grande route vers la défaillance multisystémique. Il n'y a rien à faire, mais il faut se méfier de ces slogans. Vous donnez trop de liquide, il faut avoir une attitude plus restrictive. C'est dangereux d'avoir une attitude trop restrictive en ce qui concerne l'administration de liquide intraveineux. On pourrait effectivement avoir moins d'œdème, mais au prix d'insuffisance rénale, au prix d'ischémie splanchnique. Et j'ai vu moi-même des jeunes malades souffrant de cela dans certains hôpitaux que j'ai été visiter, où ils étaient très fiers de dire qu'ils donnaient très peu de liquide aux malades. Mais j'ai revu, je n'avais plus vu ça depuis longtemps, des hémorragies digestives secondaires au choc septique. Il n'y a rien à faire, mais le malade septique, il a des pertes importantes qu'il va falloir compenser et il va falloir atteindre un état hyperkinétique parce que ça, c'est l'état qui caractérise le sepsis. Et donc, il ne s'agit pas seulement, comme on le dit parfois, de corriger une hypovolémie. Non, il faut tenir compte aussi de l'état de vasodilatation de ces malades. Leur volume plasmatique est augmenté et il faut même souvent arriver à un état plutôt généreux en termes de remplissage du cœur pour faciliter le développement d'un état hyperdynamique, surtout s'il y a une dépression myocardique associée. Évidemment, on n'a pas envie que l'œdème soit excessif. Évidemment qu'il va falloir monitoriser nos malades. Parce que malheureusement, l'appréciation du degré d'œdème n'est pas fiable. On ne peut pas décider de l'administration de liquide ou de l'arrêt de liquide uniquement sur base d'un œdème périphérique. C'est ainsi qu'avec Michael Pinsky, nous venons d'écrire ce papier où on dit, peut-être de manière assez
nous provoquante, nous devrions éviter le terme de fluid overload, de surcharge volémique, parce que par surcharge volémique, on entend parfois différentes choses et ce sont parfois des termes qu'on n'utilise pas bien. L'hypervolémie, ok, ça on comprend, ça c'est un état où le volume plasmatique est excessif, avec des pressions de remplissage cardiaque qui sont excessives. Mais même regarder la balance liquidienne et dire « Ah, le malade a déjà reçu 2 litres, c'est assez. Peut-être que le malade a besoin de 4. Et si le malade a reçu 4 litres, peut-être qu'il avait assez avec 2. » Et donc, on ne peut pas se fier à une quelconque balance liquidienne positive. Il faut garder à l'esprit que l'administration de liquide, outre bien sûr la perfusion d'entretien, l'administration supplémentaire de liquide doit répondre à un problème, que ce soit une hypotension, une tachycardie, une oligurie. Les pressions de remplissage cardiaque basse ne sont évidemment pas un problème du tout. Alors, avec la Surviving Sepsis Campaign, on oscille entre la formule et l'individualisation basée sur le SOSD. La formule, malheureusement, ça ne marche pas et on pourra se battre encore pendant des années, comme on l'a fait à la Surviving Sepsis Campaign, en disant est-ce qu'il faut donner 30 cc par kilo en 3 heures? Ça, c'était quelque chose de ridicule. 3 heures est une période beaucoup trop longue. Ça n'a aucun sens de donner des recommandations de ce type. Je me suis fâché, je l'ai répété et nos amis Levy, Evans et Rhodes viennent de sortir maintenant des nouvelles bundles, comme ils aiment, pour la première heure, en disant qu'il faut commencer l'administration de liquide en disant la première heure. Pour des malades hypotendus ou qu'un lactate supérieur à 4, je ne sais pas d'où vient le 4 milli-équivalent par litre, mais de toute façon, le terme de commencer n'a aucun sens. Il ne faut pas commencer en déant-l'heure, il faut avoir déjà donné une bonne quantité de liquide en déant-l'heure. Je préfère la recommandation de nos amis pédiatres américains, tout récemment, qui proposent de donner un bolus de 20 millilitres par kilo et de commencer par une évaluation clinique de l'administration de 20 ml par kilo. Personnellement, je ne suis pas très sensible à l'administration de liquide en fonction du poids corporel. Est-ce que vous allez dire à l'infirmière, si le malade fait 65 kilos, qu'il doit recevoir 1350 millilitres de liquide? Elle va vous regarder de travers en disant, mais quoi, je donne 1 litre ou bien je donne 1500? Donc, il ne faut peut-être pas être aussi précis que ça. Mais de toute manière, la quantité de liquide à donner initialement va être donnée pendant une période courte si on suit l'individualisation selon le SOSD. Donc, sauver la vie, c'est le premier S, optimiser, c'est le O, stabiliser, c'est le deuxième S, et désescalader, c'est le D. En d'autres termes, la phase initiale où on ne mesure pas grand-chose et où on ouvre simplement les bouteilles, cette phase-là, pour moi, elle peut être extrêmement courte. On peut avoir un écho extrêmement rapidement, on peut mettre en place un cathéter veineux central extrêmement rapidement si on a l'équipe compétente à disposition, et je vais y revenir dans un instant. Alors effectivement, on peut commencer par donner 1 litre, et puis peut-être qu'on n'aura même pas terminé l'administration de ce litre, on sera déjà dans la phase d'optimisation avec les outils hémodynamiques que nous aimons avoir. Avec la Surviving Sepsis Campaign, c'est ce qu'on a recommandé, c'est de guider l'administration de liquide par une évaluation hémodynamique, et c'est ici évidemment que le Fluid Challenge prend sa place. On donne des liquides et on voit comment le malade répond. Vous allez me dire, il faut un cathéter veineux central, mais de toute façon, ça permet de donner l'agent vasopresseur éventuel de manière assez sûre, et ça permet aussi d'avoir accès à du sang veineux pour mesurer la saturation en oxygène du sang veineux, la SCVO2. Et donc, on en arrive alors à discuter de la pression veineuse centrale avec toutes les questions qui ont été discutées dans la littérature. Ceci est un papier que nous venons de publier qui reprend les 10 réponses aux 10 questions. C'est en
c'est disponible en open access, donc n'hésitez pas à aller le lire si ça vous intéresse. C'est sûr que la pression veineuse centrale est influencée par différents éléments, mais c'est vrai aussi pour la pression artérielle, c'est vrai aussi pour le débit cardiaque, c'est vrai pour la fréquence cardiaque, c'est vrai pour absolument tout. Et donc, on ne change pas la physiologie. Notre malade est représenté ici par un de ces multiples points sur la relation de Starling. Il est sur sa propre ligne et lorsque la pression veineuse centrale est relativement basse, le malade a évidemment plus de chances de répondre au remplissage, mais dans beaucoup de cas, quand on est dans des valeurs intermédiaires, on ne sait pas si le malade va répondre au remplissage ou pas. Il faudra effectivement faire un test. Alors voilà, la première question que je poserai à l'audience, c'est qu'implique une pression veineuse centrale basse? Est-ce que c'est des plus grandes chances de réponse au remplissage et un moindre risque au remplissage? Est-ce que c'est de plus grandes chances de réponse au remplissage, mais pas un moindre risque au remplissage? Est-ce que c'est un moindre risque au remplissage, mais pas de plus grandes chances de réponse? Ou est-ce que c'est aucun des deux parce que la pression veineuse centrale n'indique rien du tout? À toi, mon ami. Merci beaucoup, Jean-Louis. Donc là, on a le sondage qui apparaît. Donc, vous avez 20 secondes pour répondre, hein. Allons-y. Donc, pour l'instant, Jean-Louis, on attend. Et alors, est-ce que tu vois les réponses, Jean-Louis? À vrai dire, non. Non. Alors, je vais te donner les réponses. À la réponse A, donc plus grande chance de réponse et moins risque au remplissage, c'est 21%. La réponse B est celle qui a eu le plus de réponses puisque 53% de nos auditeurs disent plus grande chance de réponse, mais pas moindre risque. La réponse C, 12%, moindre risque au remplissage, mais pas plus de grandes chances de réponse. Et la dernière, aucun des deux, 14%. Donc 21, 53, 12 et 14. Tu peux commenter? Oui, c'est ce qu'on pourra faire avec les dias suivantes d'ailleurs. Je dois faire comme ça, voilà. Je peux montrer une petite étude, que c'est des données limitées, mais ça ne fait qu'illustrer le point, c'est que lorsque la pression veineuse centrale est basse à 5 ou en dessous de 5, mais la plupart des malades vont répondre à un fluid challenge. Donc c'est vrai qu'une pression veineuse centrale basse indique de plus grandes chances de réponse. Mais ça ne veut pas dire que, je suis bloqué là maintenant, ça ne veut pas dire que une pression veineuse centrale élevée implique la non-réponse au remplissage. Non. Évidemment, le risque est plus grand lorsque la pression veineuse centrale est élevée que lorsqu'elle est basse. Ça va de soi, évidemment, puisque les pressions hydrostatiques sont immédiatement impliquées dans la formation de l'œdème. Alors, pour les 14% des gens qui disent « Oh, la pression veineuse centrale, ça n'a aucune valeur, ça ne vous dit rien », je vous dirais qu'ils auraient pu dire la même chose pour la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le débit cardiaque, la diurèse, la SCVO2, le lactate. Et donc, c'est simplement des négationnistes. C'est simplement des personnes qui trouvent que « Oh, je ne sais rien faire de cette variable ». La pression veineuse centrale est une variable extrêmement importante, exactement comme les autres qui sont reprises sur ces images. Mais il est vrai qu'une valeur simple, une valeur isolée de pression veineuse centrale ne nous dit pas grand-chose sur les chances de réponse et de bénéficier d'un remplissage. Et donc, il faut avoir une approche dynamique par un fluid challenge de manière à voir comment ces pressions de remplissage vont évoluer et comment le bénéfice pourra être quantifié. Et donc, mon approche, c'est que si à l'écho, je vois que les ventricules sont petits, ou si en mettant un cathéter veineuse centrale, je vois que la pression veineuse centrale n'est pas très élevée, je donne des liquides sans trop monitoriser, mais
dès qu'on arrive à des pressions veineuses centrales dans des valeurs, disons, intermédiaires, ben là, il faut bien commencer à bien monitoriser ce qu'on fait. Et vous allez me dire, parfois, on peut peut-être essayer de voir s'il y a des signes de prédictifs de la réponse au remplissage, des signes de fluid responsiveness. Et là, il faut bien séparer des malades qui sont anesthésiés ou en sédation profonde et des malades qui sont en ventilation spontanée, qui soient au respirateur ou pas, mais les malades qui stimulent le respirateur lorsqu'ils sont au respirateur ou les malades qui ne sont pas traités par ventilation mécanique. Parce qu'il est tout à fait clair que si on veut apprécier la pulse pressure variation ou la stroke volume variation, il faut que le malade soit sédaté par la même chose pour la pause de fin d'expiration ou des challenges en utilisant des volumes courants plus élevés. Et comme nous le savons, là, on évalue les effets hémodynamiques des modifications de pression intrathoracique qui vont nous indiquer que le malade est encore sur la partie ascendante de la relation de Starling. Et avec certains systèmes de monitorage, on peut en arriver à apprécier la stroke volume variation. Ça marche très bien en salle d'op, ça marche très bien chez le malade profondément sédaté, mais aujourd'hui, on ne fait plus cela. Et donc, ce sont des cas relativement rares en réanimation. De plus, on sait bien qu'il y a une zone intermédiaire entre 10 et 17% où on ne sait pas trop et où on va quand même tenter un fluid challenge. Alors, le Fluid Challenge est toujours recommandé en numéro 1 par la Surviving Sepsis Campaign. On donne une certaine quantité de liquide et on apprécie la réponse du malade. C'est donc très différent du remplissage vasculaire. Et malheureusement, dans beaucoup de services, beaucoup de résidents, y compris à Bruxelles, confondent encore les deux termes. Ils disent, oui, j'ai fait un Fluid Challenge. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai donné 1 litre en une demi-heure. Ça n'est pas un Fluid Challenge. L'idée du Fluid Challenge, c'est qu'on apprécie le bénéfice et le risque. Et donc, si possible, on mesure un débit cardiaque où on va essayer d'apprécier les effets d'une augmentation du débit cardiaque et en même temps, si possible, on aimerait avoir un minimum d'augmentation de pression de remplissage. Et donc, le Fluid Challenge comprend l'administration d'une quantité très limitée de liquide, peut-être 100 ml, peut-être 200 ml d'une solution cristalloïde, et on évalue l'objectif clinique, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, et la sécurité, c'est-à-dire l'augmentation des pressions de remplissage, ce qu'on n'aime pas voir. Et pendant 10 minutes, on ne touche pas au malade, on ne fait rien, on ne change pas les doses d'agents vasoactifs, on ne va pas faire de kinésithérapie, on ne va pas aspirer ce qu'il y a dans la trachée, on ne touche pas au malade pendant 10 minutes. Et s'il s'agissait d'un problème de tachycardie, ben on peut peut-être simplement regarder la fréquence cardiaque, on aura la réponse. Si c'est un problème d'hypotension, peut-être qu'il ne faut même pas mesurer le débit cardiaque, mais simplement mesurer la pression artérielle au cours de ce mini fluid challenge. C'est ce que les pédiatres recommandent. Ils disent que vous regardez les changements de pression veineuse centrale en réponse au remplissage, et si vous voyez qu'il y a peu de changements de la pression veineuse centrale, mais une augmentation de la pression artérielle, vous continuez. Et au contraire, tout en bas, si on voit que la pression veineuse centrale augmente, mais que le gradient entre la pression artérielle moyenne et la pression veineuse centrale diminue, méfiez-vous. Et donc, ils recommandent ça chez les enfants et chez les nouveau-nés. Donc, vraiment, on pourrait penser que chez ceux-là, on hésiterait à être invasif. Eh bien, pas du tout. Ce groupe d'experts recommande un monitorage invasif chez ces petits. Maintenant, en cas de choc septique, c'est vrai que lorsque le tonus vasculaire est abaissé, la pression artérielle parfois n'augmente pas beaucoup, alors que le débit cardiaque peut augmenter de manière sensible. Et donc, chez ces malades-là, il vaut mieux avoir une mesure de débit cardiaque et voir si au cours de ces 10 minutes, au cours de l'administration de ce bolus de liquide, il y a une augmentation du débit cardiaque, ce serait évidemment un patient répondeur, ou au contraire, une absence de réponse cardiaque. Donc ça nous permet de vraiment mesurer les effets du remplissage et surtout, s'il n'y a pas d'effet,
s'il y a un risque mais pas de bénéfice, on arrête de donner des liquides. Donc, ne croyez pas que le Fluid Challenge est une technique qui vise à donner plus de liquide, c'est une technique qui vise à donner moins de liquide. Plutôt que de dire, essaye encore, oui, essaye encore, on va voir, donne encore 500 millilitres. Ici, on a une technique qui nous permet d'être beaucoup plus rigoureux dans cette approche d'évaluation du bénéfice, mais aussi du risque. Maintenant, bon, on sait bien, on peut avoir un Fluid Challenge interne, peut-être, sous forme de levée de jambes passif. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait évident de faire ça. Moi, je ne trouve pas ça si facile. Lever les jambes, c'est facile, j'ai bien compris. Et même modifier la position du lit, c'est facile. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement regarder la pression artérielle ou la fréquence cardiaque, même pas le débit cardiaque. Il faut avoir une mesure de volume éjectionnel. Lisez ce papier qui est open access aussi des deux experts, Xavier Monet et Jean-Louis Teboul. Ils disent bien que c'est un changement transitoire et que ce n'est pas la mesure de pression artérielle qui va vous apporter la réponse. Donc, c'est très bien de le faire si vous savez le faire, mais ça n'est pas aussi évident que cela à faire. Un tout petit mot sur le type de liquide. Les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, c'est de donner des cristalloïdes. Mais on peut aussi un tout petit peu réfléchir, bon Dieu de bon sang. Si le malade a déjà des œdèmes importants, on ne va pas encore lui donner de l'eau salée quand même. On va donner un colloïde. Regardez notre méta-analyse ici, montrant que quelle que soit la situation, qu'il s'agisse d'un sepsis ou pas, l'administration de colloïdes permet de donner moins de liquide, il y a moins de formation d'œdème que l'administration de cristalloïdes. Et donc, bon, aujourd'hui, on a tiré à boulet rouge sur l'hydroxyéthylamidon. Moi, je veux bien, je ne suis pas très convaincu personnellement, mais voilà. Mais donnons de l'albumine alors, donnons de l'albumine à ces malades cirrhotiques en choc septique qui arrivent en anasarque. Arrêtons de leur donner encore de l'eau et du sel alors qu'ils sont pleins d'œdème. Voilà, ceci en passant, et effectivement, c'est ce que finalement on recommande quand même avec la Surviving Sepsis Campaign. Au moins, on suggère d'ajouter de l'albumine aux cristalloïdes et nos amis pédiatres disent d'emblée, vous donnez des cristalloïdes ou de l'albumine. Je crois que c'est sage d'individualiser aussi cette décision. Bon, alors, on est tous concernés évidemment par les œdèmes importants que ces malades peuvent développer. On sait que tout ça est associé à un moins bon outcome, mais ça, c'est dans la phase de stabilisation. C'est pour ça que le SOSD est si important. Il faut reconnaître la phase dans laquelle on est, et c'est surtout dans la phase de désescalade qu'on va pouvoir alors donner des diurétiques, limiter l'administration de liquide et obtenir effectivement une balance liquidienne négative. Mais le malade est stabilisé à ce stade. Il y a peut-être encore des mini-doses de vasopresseurs, mais il n'est plus vraiment dans un état qu'on peut qualifier d'hémodynamique instable. Justement, en parlant de vasopresseurs, aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a plus de place pour la dopamine après notre étude comparant la dopamine et la noradrénaline dans les traitements de choc circulatoire. Aucune évidence que la dopamine apporte quelque chose. Vous allez dire que dans les états de choc septique, les différences n'étaient pas tout à fait statistiquement significatives, mais dans une méta-analyse qu'on a publiée un peu plus tard, vous voyez que là, on arrive à une valeur statistiquement significative. L'administration de dopamine est associée à une mortalité plus élevée et d'autres études ou autres méta-analyses ont corroboré ces résultats. C'est quelque chose qui est aujourd'hui bien admis, au moins en Europe. L'adrénaline, dans l'étude d'Annan, la tendance allait dans le mauvais sens. La mortalité était plutôt plus élevée avec l'adrénaline qu'avec la noradrénaline. L'étude australienne a montré plus d'arythmie, plus d'acidose lactique. Et puis maintenant, les études récentes qui sont sorties dans le choc cardiogénique montrant des taux de mortalité plus élevés avec l'adrénaline. Ce sont des études prospectives randomisées et vous voyez que c'est pas vraiment en faveur de l'adrénaline. Et donc, je crois qu'il vaut mieux éviter l'adrénaline dans le choc septique.
Bon, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Quid de la vasopressine? Et là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On est toujours là avec les mêmes questions. Quand utiliser la vasopressine? La question est extrêmement difficile parce que la vasopressine a une série d'effets bénéfiques potentiels, y compris peut-être une formation moindre d'œdème, mais aussi des effets secondaires potentiels. Et c'est dans ce contexte que je vais peut-être sauter nos données expérimentales sur la célépressine, qui sont quand même assez intéressantes. Je vais seulement montrer que la vasopressine semble être associée à moins d'arythmie, hein, ça vient de sortir dans le JAMA, cette méta-analyse. Et la question pour le public est celle-ci. Les risques de l'administration de vasopressine, quels sont-ils? Vasoconstriction cutanée, vasoconstriction splanchnique, vasoconstriction cérébrale, vasoconstriction coronaire, hypertension artérielle pulmonaire. Jean-Paul, à toi. Jean-Paul, tu es là? Ah, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Quelle nouvelle? Vous m'entendez? Je vous entends, Jean-Louis Vincent. Ah, ok, merci. Mais on n'entend pas Jean-Paul. Jean-Paul? Alors, bon, je vais peut-être continuer, mais les résultats du Paul, si je pousse sur Paul, je vais les voir. Sharing Paul results. Non, tu vois, Jean-Louis, tu m'entends là? Ah, maintenant je t'entends. Bon, donc il y avait une seule réponse qui était fausse, si je me rappelle, Oui. si je comprends bien. Oui. Et donc, les gens ont essayé de trouver la réponse fausse. Et donc, les résultats du sondage, c'est vasoconstriction cutanée, seulement 2% des gens ont dit que c'était faux. Vasoconstriction splanchnique, 30%, les gens pensent que ça protège le foie, enfin la circulation splanchnique. La vasoconstriction cérébrale, 17%. La vasoconstriction coronaire, 24%. Et l'hypertension artérielle pulmonaire, 26%. Donc, globalement, les gens pensent que c'est quand même un médicament dangereux, sauf peut-être, si je comprends bien leur réponse, pour la peau. Qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est 2%, 30%, 17%. Oui, non, mais j'entends bien. En fait, la vasopressine diminue la perfusion cutanée. La vasopressine diminue sensiblement la perfusion splanchnique. Les plus âgés parmi nous se souviennent qu'on en donnait dans les hémorragies sur varices œsophagiennes, dans l'idée justement de diminuer le flux sanguin hépatosplanchnique et ainsi limiter le saignement. Donc, c'est un risque énorme de la vasopressine, effectivement, de diminuer la vasoconstriction splanchnique. Vasoconstriction cérébrale, ça, ma foi, c'est probablement pas terriblement délétère. On est beaucoup plus concerné par la vasoconstriction coronaire, effectivement, et par l'hypertension artérielle pulmonaire, qui existe aussi. Et donc, vous voyez, c'est une molécule que les gens ne connaissent pas bien. Les gens demandent simplement vasopressine, oui ou non, mais c'est une substance, comme tu le dis, Jean-Paul, qui est potentiellement dangereuse à utiliser. Et donc, il faut effectivement s'en méfier. Donc, risque d'ischémie myocardique, risque de lésion cutanée, risque d'altération des tests hépatiques, et tout en bas, mais il n'y avait plus de place sur l'image, pour la question, mais ça fait aussi tomber le taux de plaquettes, parce que ça active les plaquettes. Donc, c'est loin d'être une substance anodine, hein. C'est une substance qui, même si avec cette équipe brésilienne ici, elle pouvait diminuer la mortalité dans les chocs vasoplégiques après chirurgie cardiaque, malgré tout, il faut garder à l'esprit ces risques potentiels. Et il faut ne donner la vasopressine que quand on est certain que le débit cardiaque est supranormal. C'est lorsque le tonus vasculaire est extrêmement bas. L'étude clinique sur la célépressine est négative et donc malheureusement le produit ne sera probablement pas développé
mais on n'était pas certain que ces malades avaient bien un débit cardiaque élevé en commençant. Et ça, c'est un gros problème. Les gens donnent parfois la vasopressine à des gens qui sont déjà plutôt vasoconstrictés, et ça peut tout simplement les tuer. Ça peut simplement avoir des effets totalement mauvais. Donc, il faut faire vraiment très, très attention avec la vasopressine. Je vais peut-être sauter l'angiotensine qui n'est pas encore disponible en Europe. On pourra en parler certainement à d'autres occasions. Et je vais, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire, je vais peut-être au passage insister sur le fait qu'il ne faut pas attendre pour donner des vasopresseurs chez un malade qui est profondément hypotendu. C'est vrai en réanimation de manière générale. Pourquoi en effet attendre la réponse au remplissage en laissant le malade hypotendu? Ça n'est pas une très bonne pratique. Les études ont montré que l'hypotension, même temporaire, aggrave la perfusion tissulaire et peut augmenter les taux de lactate. Nous avons vu apparaître dans Intensive Care Medicine tout récemment cette étude montrant que ce n'est pas seulement l'importance de l'hypotension, mais c'est sa durée qui est liée à la mortalité ou à l'insuffisance rénale. Nous venons de publier ce papier ce mois-ci dans les Annals of Intensive Care, montrant que, bien sûr, l'hypotension temporaire augmente les risques de mortalité, mais regardez comme la mortalité augmente, dès que cette hypotension se prolonge, au-delà de 2 heures, le taux de mortalité augmente de manière très, très sensible. Donc là, nous sommes d'accord, la Surviving Sepsis Campaign recommande d'appliquer les vasopresseurs. Ouais, dans l'heure, c'est peut-être un peu long, mais enfin bon, disons le faire précocement. Il ne faut pas attendre 1 heure pour donner des vasopresseurs à un malade hypotendu. Il faut commencer d'emblée en espérant bien sûr que ce sera très temporaire. Alors, notre papier ici va sortir dans Chest ce mois-ci, je pense, où nous proposons de commencer par les liquides à noradrénaline et puis après d'apprécier la réponse à ce traitement initial, à individualiser la pression artérielle. Je m'excuse, mais cette étude-ci n'était vraiment pas très maligne. Hein. Randomiser les malades comme ça pour une pression artérielle plus élevée ou moins élevée dans le choc septique, ça n'a aucun sens. Il est évident qu'il y a des malades qui se retrouvent dans le groupe cible élevé qui peuvent en pâtir et des malades qui sont dans le groupe plus élevé qui peuvent en bénéficier et l'inverse pour le groupe à cible moins élevée, ça n'a aucun sens. Il faut initialement mettre la pression artérielle moyenne à 65, mais ensuite, il faut évidemment individualiser. Ça, encore une fois, examinons le malade, mon Dieu de bon sang, et ne disons pas qu'il y a un niveau de pression artérielle qui convient à tout le monde. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc, retournons examiner le malade et regardons peut-être des éléments additionnels reflétant la perfusion des organes. Et donc, c'est ce que j'appelle le Vasopressor Challenge. On peut proposer à l'infirmière de viser une pression artérielle plus élevée et de réévaluer la pression, la réponse, de réévaluer la réponse du malade à cette augmentation des doses de vasopresseurs. Il est évident que la vasoconstriction excessive, c'est dangereux, on ne l'aime pas et on a raison, et c'est pour ça qu'on peut être amené, encore une fois, à réévaluer les besoins liquidiens, mais aussi à ajouter un peu de dobutamine comme agent inotrope, parce que c'est une manière assez sûre d'augmenter le transport en oxygène aux organes. Et ce n'est pas nouveau, hein, c'est au siècle dernier qu'on a proposé d'ajouter des petites doses de dobutamine chez les malades qui sont vasoconstrictés sous administration de vasopresseurs. La Surviving Sepsis Campaign suggère l'administration de dobutamine chez ces malades, mais ça reste un challenge. Si on se rend compte après 10 minutes que le malade n'en bénéficie pas, on stoppe l'administration
de dobutamine. Il ne faut pas donner de la dobutamine ou du lévocimendant à tous les malades en état septique. Bien sûr que non, ça n'a évidemment aucun sens. Alors, dans ce contexte, c'est vrai qu'une mesure de la SVO2 ou de la SCVO2 au travers d'un cathéter veineux central peut être utile parce que normalement, cette SVO2 est normale ou élevée, elle est aux environs de 70 ou au-dessus, et ceci est évidemment largement lié aux altérations périphériques qui caractérisent le sepsis. Alors, ce qu'on appelait l'Early Goal Directed Therapy de Rivers, OK, ça a marché dans les mains de Rivers, mais ça n'a pas marché dans des grandes études multicentriques. Mais toutefois, dans ces études, la SCVO2 était normale, alors qu'elle était très basse dans l'étude de Rivers. Donc, on ne parle pas des mêmes malades, on ne parle pas des mêmes populations, comme nous l'avons écrit ici dans Intensive Care Medicine. Et donc, ça peut être quand même utile de mesurer la SVO2 et de s'assurer, si le malade ne s'améliore pas, de s'assurer que cette SVO2 est bien normale ou élevée, parce que sinon, ce serait un argument supplémentaire pour donner plus de liquide, de donner peut-être une transfusion ou de donner un peu de dobutamine. On peut même regarder le gradient véno-artériel en CO2, en PCO2, parce que un gradient augmenté peut indiquer une mauvaise perfusion des organes. Et donc, s'il y a des signes de mauvaise fonction myocardique ou une SVO2 basse, on pourrait être amené à donner un peu de dobutamine. C'est ce que nous recommandons ici. Donc, on propose, comme vous le voyez dans le titre, de passer de la Early Goal Directed Therapy à un contrôle de la SCVO2 plus tard, si le malade ne s'améliore pas avec le traitement qu'on a déjà mis en place. Enfin, le lactate, c'est important de le mesurer, pas seulement une fois, mais de manière répétée, pour s'assurer qu'il ne monte pas, mais qu'au contraire, ce lactate diminue s'il est élevé au départ, qu'il diminue avec notre traitement. Et donc, il ne s'agit pas de la clearance du lactate, comme certains le disent, mais non, il s'agit essentiellement d'évaluer le rapport entre production de lactate et clearance qui prend place essentiellement dans le foie. C'est une de mes premières publications ici de montrer que chez les malades en choc qui répondent bien au traitement, le lactate diminue de 10% en une heure. En une heure. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler toutes les 5 minutes pour voir si le malade va mieux. Non, il n'y a rien à faire. Il y a un temps de latence à respecter. Ceci aussi étant open access, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la cinétique du lactate. S'assurer que le lactate ne monte pas, mais diminue au fil du temps. Mais ça prend un certain temps. On peut mesurer le lactate toutes les heures, peut-être toutes les 2 heures maximum, mais ce n'est pas la peine d'attendre le lactate suivant pour agir. Il faut agir sans même évaluer cette évolution du taux de lactate, mais en contrôlant malgré tout les choses de temps en temps pour être certain qu'on est dans la bonne direction. Sinon, il faut revoir sa stratégie, peut-être rappeler un chirurgien, refaire un CT scan, voir si la source de sepsis est bien contrôlée, par exemple. Donc, tout cela nécessite l'intégration des variables. Il ne faut pas se concentrer sur une variable et laisser tomber les autres. Il faut pouvoir effectivement prendre tout en compte. Dernière question, parce que je vois que le temps file. Est-ce qu'on peut rapidement voir ce cas d'un malade qui a une pression artérielle moyenne aux environs de 80 par là, sous noradrénaline, une fréquence cardiaque à 119, une pression veineuse centrale à 13, une SCVO2 à 68%, un débit cardiaque à 6 litres par minute pour un patient de taille moyenne. Il a un lactate à 4, il est en ventilation mécanique avec un petit volume courant sous propofol. Il a reçu 3 litres de cristalloïdes en 1h30, voilà, en 2 heures. Sa diurèse est quasi nulle. Que faites-vous en premier lieu? Est-ce que vous reprenez un fluid challenge?
Est-ce que vous faites un dobutamine challenge? Est-ce que vous faites un vasopresseur challenge pour augmenter encore un peu plus haut sa pression artérielle? Est-ce que vous arrêtez le propofol ou est-ce que vous donnez un bêta-bloquant? Voilà la question que je pose à ceux qui nous suivent. Si vous voulez bien voter, Jean-Paul, la parole est à toi. Merci Jean-Louis. Donc, on voit ici les principales propositions que tu as fait. Free Challenge, Dobutamine Challenge, Vasopresseur Challenge, Stop Propofol et Bêta-bloquant. En sachant que ton patient était plutôt équilibré avec des fortes doses de norépinéphrine après un gros remplissage, c'est ça, hein? Ouais. Voilà, donc, alors les réponses. Alors, comme on est en France, les gens aiment bien le liquide. Donc, 50% des gens vont faire le Free Challenge. Dobutamine Challenge, 15%, malgré le fait que le patient ait 6 litres de débit, si je me rappelle bien. Vasopresseur Challenge, à 11%, pardon. Stop Propofol, 24%. Et bêta-bloquant, personne n'achète ton bêta-bloquant. Ah, ben ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, ça aurait été extrêmement toxique chez ce malade. Mais, oui, rendre encore un free challenge, ça n'est pas idiot. Le dobutamine challenge, c'est surtout la pression veineuse centrale à 13. Je ne sais pas si j'irais déjà à dobutamine avec une pression veineuse centrale qui n'est pas plus élevée. Et comme tu le dis, Jean-Paul, la SCVO2 à 68% n'est pas vraiment un élément pour non plus. Le vasopresseur challenge, ben, il a déjà une pression artérielle assez généreuse, si bien que j'hésiterais un peu. Mais bon Dieu de bon sang, mais pourquoi est-ce que ce malade est sous propofol? Vous en voulez à ce malade? Le propofol, ça altère le tonus vasculaire, ça altère la fonction myocardique, mais arrêtez cette histoire. Le malade en choc, il est typiquement obnubilé, endormi, il n'a typiquement pas besoin de ces sédatifs qui viennent altérer son hémodynamique. Et il y a beaucoup de chances qu'en arrêtant le propofol de ce malade, vous allez voir que la pression artérielle va remonter, vous pourrez davantage diminuer les vasopresseurs, le débit cardiaque va peut-être un peu augmenter et la perfusion tissulaire ne pourra être qu'améliorée. Donc il ne faut pas garder les malades comme ça sous sédatifs. C'est ce qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Peut-être pour la dernière minute, je voudrais insister sur effectivement le fait que finalement il y a beaucoup à faire. C'est un peu comme chez le malade traumatisé, où il y a effectivement un team captain qui donne des ordres aux autres, aux infirmiers, infirmières et aux médecins autour, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Eh bien, quand on y pense dans le sepsis, c'est un peu la même chose. Il faut mettre des cathéters, il faut faire des examens complémentaires, il faut envoyer du sang à gauche, à droite, il faut appeler la radio, il faut prendre des spécimens microbiologiques, il faut mesurer les différents éléments hémodynamiques, il faut donner des médicaments. N'oublions pas les antibiotiques, mon Dieu de bon sang! Mais l'infirmière vous l'a demandé tellement de choses qu'il ou elle n'a toujours pas eu l'occasion de donner les antibiotiques. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut un team, et quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, que ce soit le week-end ou la semaine, il faut avoir suffisamment de gens disponibles pour pouvoir prendre ces malades en charge, exactement comme les traumatisés, ceux qui ont un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est aussi un élément sur lequel on insiste beaucoup aujourd'hui à juste titre. Et en terminant, bon, on n'a pas le temps de parler beaucoup du troisième volet, mais je dirais seulement qu'en ce qui concerne les corticostéroïdes, les Australiens avaient dit qu'ils allaient avoir l'étude définitive de 3800 malades pour nous indiquer s'il faut ou pas donner des corticostéroïdes. Eh bien, une fois de plus, les Australiens ne nous ont pas aidés parce qu'ils ont inclus 3800 malades, mais comme vous le voyez en dessous, seulement la moitié, finalement, était en choc septique. L'autre moitié avait un peu de catécholamine, probablement parce qu'ils avaient un peu de propofol ou un peu de midazolam, mais ils n'étaient pas vraiment en choc septique. Regardez le taux de mortalité de moins de 25%. Ce n'est pas du choc septique, ça, avec une mortalité de moins de 25%.
Et donc, j'envoie une petite fleur à la France parce que l'étude approche qui incluait beaucoup moins de malades, a été menée dans une population beaucoup plus adéquate, avec une mortalité hospitalière de 42%. Voilà, ça c'est du choc septique. Ici, on vous donne le lactate qui est à 4,5, dans l'étude australienne, on n'a même pas. Et ici, comme vous le savez, il y a une différence de mortalité, et donc, je ne crois pas que ce soit l'administration, enfin, je ne crois pas que ce soit d'autres éléments qui expliquent ces différences. J'ai essayé ici de mettre les deux courbes de Kaplan-Meier sur la même image pour indiquer effectivement que c'est la différence de sévérité qui est prépondérante ici. Dans l'étude française, il y a clairement une population de malades beaucoup plus sévèrement atteints. Et là, l'hydrocortisone a un rôle bénéfique. Je ne crois pas que ce soit la fludrocortisone qui joue un rôle. Je crois que c'est la sévérité qui joue un rôle. Dans l'étude australienne, il n'y a pas de Sofascore, il n'y a pas de lactate et il y a un taux de mortalité de 25%. Et donc, nous en restons avec notre recommandation de donner 200 mg d'hydrocortisone par jour chez des malades qui sont en état grave, qui ont un choc septique grave. Si vous aimez la vitamine C, vous pouvez ajouter un peu de vitamine C. Comme vous savez, en Amérique du Nord, c'est devenu très populaire. Hein, les malades pour avoir le scorbut, dit Paul Maric en souriant. Je ne suis pas certain qu'il faille ajouter de la vitamine C. Et je ne pense pas qu'on ait le temps de parler d'autre chose parce que le temps maintenant, on arrive tout à fait au bout. Je vais donc dire qu'il y a pas mal de choses dans le pipeline, mais enfin, ça n'est pas vraiment pour aujourd'hui. L'adrénoméduline, l'interféron bêta, l'immunostimulation, etc. Nous en restons là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis. Effectivement, on est arrivé au bout de l'heure et on ne va pas avoir le temps de poser les questions que nos auditeurs ont mis sur le site et on le regrette. Mais bon, en tout cas, tu as répondu à la plupart d'entre elles. Il y a beaucoup de choses à dire en traitement du choc septique. On aurait peut-être dû prendre un sujet plus ciblé. Non, mais tu le maîtrises très très bien et tu nous as donné ta façon de traiter les patients avec beaucoup d'énergie et beaucoup de passion comme d'habitude et on te remercie. Merci à tous. Je vous rappelle que le 13 décembre sera le prochain webinaire avec Laurent Brochard qui va essayer de nous traiter mon patient est-il difficile à sevrer, donc un autre problème quotidien de nos services de réanimation. Et donc, on espère que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on était très, très nombreux. Et merci à Jean-Louis d'avoir pris le temps de nous consacrer cette heure depuis l'autre bout du monde. Au revoir à tous.